Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour cher Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. N'oublions pas tout d'abord qu'on vous retrouve ce soir sur France 3 pour un numéro inédit de l'Ombre d'un doute. Et oui, alors ce sera le dernier numéro de l'Ombre d'un doute en deuxième partie de soirée. Vous savez, puisqu'à partir du 25 mars, nous serons en première partie de soirée à 20h45 en prime. Donc ce soir, c'est le dernier de cette série-là et ça n'est pas le moindre, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on va parler des snipeuses, des aviatrices, enfin de toutes ces femmes qui ont participé au sein de l'armée rouge à la bataille de Stalingrad et d'une façon plus générale à la Seconde Guerre mondiale. C'est un beau document et c'est à 23h10 sur France 3. Donc à ce soir. Et pour Au cœur de l'histoire, c'est aussi à partir de ce soir 19h que la comète Pan-STARRS sera visible en France. Notre consultant scientifique Alain Sirou vous avait prévenu d'ailleurs qu'il fallait s'y mettre à l'heure de cette comète. Et oui, je me suis mis à l'heure. Il est avec nous, Alain Sirou, d'ailleurs. Ainsi que Denis Savoie, qui dirige le Planétarium de Paris. Vous pourrez donc voir Pan-STARRS tous les soirs qui viennent, surtout si vous habitez à la campagne en vérité et que votre horizon est un peu dégagé. Alors vous me le disiez, les comètes fascinaient déjà nos ancêtres. Oui, quand elles ne les effrayaient pas. La plus célèbre de toutes, la comète de Halley, revient par exemple tous les 76 ans et donc il est amusant de repérer son passage dans les différentes époques de l'histoire. Ces comètes sont des témoins silencieux du passé. Elles sont en quelque sorte, et c'était le titre d'un numéro spécial de Ciel et Espace, la revue d'Alain Sirou, elles sont les archives de l'histoire. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le titre que vous aviez consacré à Alain Sirou à ces comètes, c'était pas les archives de l'histoire, c'était les archives du ciel, pardon. Oui, ce sont ça, c'est exactement ça, les archives du ciel. Alors on trouve de tout, vous savez, sur la merveilleuse broderie de la reine Mathilde exposée à Bayeux dans le Calvados, pas très loin des plages du débarquement. Et qu'on connaît dans le monde entier sous le nom de tapisserie de Bayeux. Il s'agit d'une très longue pièce d'étoffe, elle fait 68 mètres de long sur 50 cm de large. Elle a été brodée avec des fils de laine de 9 couleurs, des couleurs qui sont restées très vives. On avait parlé de la tapisserie de Bayeux l'année dernière. Ça raconte évidemment la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. Je disais qu'on trouve de tout sur cette broderie. On trouve des petits chiens, des dracars, des chevaux en pleine culbute, des guerriers décapités, des instruments de musique et même le Mont Saint-Michel et même une comète. Elle ressemble à un soleil d'enfant, cette comète, avec un volant, un peu comme un volant de badminton. Vous savez, elle est assez naïve donc, stylisée, spectaculaire, très belle, la comète de la tapisserie de Bayeux. Et au-dessous, on voit tout un groupe de petits bonshommes qui, d'un même geste, désignent ce phénomène stellaire, tellement mystérieux et pour l'époque sans doute tellement inquiétant. Toute la scène est commentée par une inscription qui annonce « Isti mirant stella », c'est-à-dire « Ceci observe l'étoile ». En vérité, il ne s'agit pas du tout d'une fantaisie, car l'année de la bataille d'Hastings et de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie, par Guillaume le Conquérant, en 1066, la comète qui, plus tard, devait s'appeler comète de Halley, était en effet visible dans le ciel d'Europe. Et naturellement, les contemporains y ont vu un signe. Alors chacun y a vu le sien. Les Anglais ont pensé que ça annonçait de mauvaises choses, et de fait, ça pouvait annoncer dans leur esprit la mort du roi Harold II. Les Normands ont pensé que cette comète leur ouvrait des horizons et c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont été totalement vainqueurs dans cette campagne. Tout à l'heure, je reviendrai sur les différentes apparitions dans le temps de la comète de Halley. Ce que j'aimerais rappeler d'entrée de jeu, c'est qu'elle n'a pas été la seule à intriguer ou simplement, disons-le aussi, à effrayer les contemporains. Autrefois, il faut dire précisément avant Halley, les comètes étaient considérées comme des phénomènes isolés, uniques, passagers. Elles ne portaient pas de nom. Les plus anciennes nommées datent donc de la fin du XVIIIe siècle. Alors on a les comètes Encke, Biela, Faye, Brorsen, etc., à partir donc des années 1780. D'où viennent-elles, ces comètes? À quoi ressemblent-elles? Quel a été leur impact sur l'histoire du monde? Eh bien, voilà quelques-unes des questions que nous allons nous poser. Du film de Michael Bay, un film de 98, Armageddon. À tout de suite sur Europe 1.
l'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui sur Europe 1 d'Alain Sirou, consultant scientifique maison et directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, et Denis Savoie, directeur du planétarium et du département astronomie astrophysique du Palais de la Découverte à Paris. Bonjour à tous les deux. Alors vous ne venez pas de trop loin. Alain, n'en parlons pas. Il a eu à descendre un étage. C'est énorme, énorme. Et quant à Denis Savoie, il a eu à traverser 2 rues et à peu près pour venir du planétarium et du Palais de la Découverte de Paris, donc au Petit Palais. Il neige, comme le faisait remarquer Alain Sirou. Le conclave est réuni pour élire un pape. Il est tout à fait normal que la comète apparaisse dans le ciel. Absolument. Mais si on avait été en l'an 1000, et peut-être même un petit peu plus tard, c'était clairement l'apparition de la comète qui déclenchait ces événements-là, puisque de toute façon, les comètes par essence ne respectent rien. Elles ne sont pas prévisibles, elles ne sont pas... Enfin, à l'époque, elles ne l'étaient pas, en tout cas. Elles l'étaient pas. Elles arrivaient de nulle part. On ne savait pas quelle était leur luminosité. On ne savait pas si elles allaient développer un spectacle extraordinaire ou pas. Et donc, elles étaient toujours associées à l'image du malheur, désastre. Dans désastre, il y a astre. Oui. Cette idée que quelque chose qui vient d'ailleurs va nous frapper et nous concerne directement. Un messager du ciel, mais qui n'est pas très sympathique. Oui, et puis un messager du ciel qui, quand même, est particulièrement spectaculaire par rapport à bien des phénomènes célestes. Oui, il y a eu vraiment des comètes tout à fait extraordinaires. Et je dirais même au XXe siècle, pour ceux qui se souviennent des derniers passages des comètes Hale-Bopp ou Hyakutake, quand vous vous éloignez des villes, que vous grimpez sur une montagne, que vous allez à la campagne qui fait bien noir, vous pouvez voir, et c'était le cas de Hyakutake, une comète dont la queue de gaz et de poussière traverse la moitié du ciel. C'est comme si un peintre avait pris un léger pinceau et avait dessiné sur la voûte céleste cette trace tout à fait fantomatique, nébuleuse. Et en même temps obsédante, évidemment, parce qu'on finit par ne plus regarder qu'elle. Il y a d'ailleurs une activité du château où on voit la naissance du Christ avec une comète peinte qui prend pratiquement la moitié du ciel, parce qu'on a pensé que la comète annonçait aussi, pas l'élection du pape, mais la naissance du Christ. Donc bien sûr, elles avaient une dimension propitiatoire ou annonciatrice. C'était vraiment une dimension magique, disons. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, maintenant que nous sommes dans des siècles plus scientifiques, évidemment, que nous savons à peu près de quoi nous parlons, qu'est-ce que c'est qu'une comète? Alors, d'abord, le mot comète, en grec, cométès, ça veut dire chevelu. Chevelu, chevelu, voilà. Alors on sait que depuis le XXe siècle maintenant, que c'est un noyau rocheux entouré de glace et de neige sale. Ça fait à peu près quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Une sorte d'énorme iceberg qui se promène dans le ciel. Exactement. Et donc, ces icebergs qui sont situés dans 2 réservoirs aux confins du système solaire, pour des raisons qui ne sont pas très claires. Ça, on ne sait pas trop d'où viennent ces réservoirs. On pense que c'est quand même la trace d'événements qui se sont produits vraiment dans les tout débuts de la formation du système solaire. Et donc, ces réservoirs qui contiennent des milliards de noyaux cométaires, bien pour des raisons de perturbation gravitationnelle, des fois, ces morceaux arrivent, se tirer vers le Soleil, et quand ils arrivent vers le Soleil, à quelques centaines de millions de kilomètres, ils commencent à s'échauffer. Donc la comète perd de la matière, passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Ça donne, comme disait Alain, ces superbes queues de comètes. Et donc on les voit uniquement à leur passage près du Soleil. C'est ce qui se passe en ce moment avec Pan-STARRS. Vous nous avez dit que la taille était gigantesque, ça peut faire jusqu'à 100 km Jusqu'à 100 millions de kilomètres pour la longueur de la queue, jusqu'à 100, même plus 100 millions parfois. En fait, c'est petit qui devient gros, c'est-à-dire que à l'origine, comme dit Denis Savoie, vous avez vraiment une boule de neige sale. Beaucoup plus sale d'ailleurs en poussière que de neige, vraiment. Quand vous dites sale, c'est-à-dire qu'elle est pleine de résidus rocheux. Ça veut dire qu'elle est pleine de résidus, de carbone, enfin d'éléments primitifs qui datent de la formation du système solaire il y a plus de 4 milliards d'années. Et en s'approchant du Soleil, en fonction de la distance qu'elle a par rapport à notre étoile, je dirais cette glace se sublime, elle fond. Et donc, vous avez, en fonction de la nature de la comète, est-ce qu'elle est jeune? Est-ce que c'est la première fois qu'elle passe près du Soleil? Est-ce que c'est une boule de neige fraîche? Ou est-ce qu'elle est déjà passée plusieurs fois? Bien, en fonction de ça, elle a une chevelure d'abord, c'est-à-dire une atmosphère autour du noyau qui se crée, et puis de cette chevelure, généralement, sortent 2 queues, une queue de poussière et une queue de gaz. Et ces poussières, vous allez les retrouver le jour où la Terre va passer dans la trajectoire d'anciennes comètes. Ce sont des étoiles filantes. Oui. Quand la Terre percute des poussières de comètes,
elles se désintègrent dans l'atmosphère et en fait ce sont des étoiles filantes. Et souvent, le public, les gens ne font pas la différence. Voilà, il faut bien distinguer. L'étoile filante, c'est un phénomène très furtif que l'on distingue très nettement. Hein. Ce sont ces espèces de pluies de poussière lumineuse. Bon, enfin lumineuse par le reflet évidemment. Pour ce qui est de la comète, c'est différent. La comète, elle ne bouge pas. Enfin, on ne la voit pas en tout cas. Exactement. Elle est en fait comme une étoile un peu floue, qui petit à petit a une espèce de traînée qui se dégage et qui peut ressembler soit à une barbe, soit à des cheveux. D'ailleurs, c'était souvent discuté pour savoir astrologiquement quelle était la signification de la comète, mais elle ne bouge pas beaucoup dans le ciel. Elle se déplace, je dirais, de jour en jour. Pour ceux qui font des calculs, mais à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. Non, pas vraiment. Et la comète que vous ne voyez pas ce soir, s'il fait pas beau, par exemple, vous la reverrez demain. Vous la reverrez demain. Et puis, elle sera visible jusqu'au début avril. Il y a un côté périodique comme ça, en fait. Hein, Oui, ça, on l'a compris au XVIIIe siècle avec Halley. Et pendant longtemps, de toute façon, les comètes sont des objets qui n'intéressent pas les astronomes parce que on pense jusqu'au XVIe siècle que ce sont des phénomènes atmosphériques. Alors justement, comment les a-t-on vécus, si je puis dire, ces phénomènes autrefois? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1. Et ne manquez pas de 14h à 15h30 les experts Europe 1 d'Elena Morna avec comme thématique en ce mercredi pourquoi certaines personnes ne veulent pas d'enfants. Elena en parlera avec Marie Gaille qui est directeur en philosophie, chargée de recherche au centre de recherche Sens, Éthique et Société, et Catherine Marquis, journaliste, psychologue clinicienne et chef du service psycho du site Parents. Les experts Europe 1 juste après Au cœur de l'histoire à 14h. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire des comètes aujourd'hui précisément, oui, Franck. puisque alors les comètes reviennent, si je puis dire. En tout cas, on va pouvoir en apercevoir une à partir de ce soir. On la verra bien, Alain Sirou, cette comète Pan-STARRS. Les premières observations montrent qu'elle est très belle. D'abord, on l'a vue arriver dans l'hémisphère sud et il y a eu des photos absolument splendides qui ont été prises. Elle a plongé derrière le soleil, elle a, entre guillemets, frôlé le soleil à 50 millions de kilomètres dimanche. C'est très près. C'est très près. Hein. et là, elle est en train de ressurgir, je dirais, si vous voulez l'observer, profitez d'une éclaircie plutôt au coucher du soleil. Elle ne sera pas très loin de l'horizon, hein, c'est ça? Horizon nord-ouest, là où a disparu le soleil, la lune est un petit peu au-dessus. Et puis là, vous guettez d'abord à l'œil nu, puis peut-être avec une paire de jumelles, un objet un peu flou qui petit à petit va, en tout cas, devenir de plus en plus brillant. Et on espère avec une longue traînée de gaz et de poussière. Dans les jours qui viennent, elle sera très près de la lune, donc ça risque. Alors, la lune grimpe au moment de son lever, hein, bien sûr. Exactement, tout à fait. Ça va faire de belles photos, ça, forcément. J'espère. Alors, quand a-t-on commencé à observer cette comète, enfin, ces phénomènes, Denis Savoie? Dès la très haute antiquité, et même antiquité chinoise, ça veut dire au moins un millénaire avant Jésus-Christ. Les Chinois ont de l'avance, hein, d'ailleurs, sur les Occidentaux dans cette affaire, une fois de plus. Absolument, ils ont pas mal d'avance parce que dans leurs chartes et leurs annales, ils mentionnent l'observation de comètes. Ensuite, on a des observations babyloniennes, donc on est grosso modo au IVe siècle avant notre ère, et avec certitude dans l'Antiquité grecque. Et le premier qui théorise un petit peu ce que sont les comètes, c'est Aristote dans ses météorologiques. Et ce ne sont pas pour Aristote, des phénomènes astronomiques, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui appartient à ce qu'on appelle le monde sublunaire, donc le monde situé entre l'orbite de la Lune et la Terre. Il est convaincu, lui, que c'est très proche. Absolument. Pour lui, c'est un phénomène atmosphérique, c'est une exhalaison, c'est du feu de l'atmosphère, point barre. Et donc, du coup, ça n'intéresse pas grand monde, parce que ça n'appartient pas au monde divin qui est situé au-delà de l'orbite lunaire. Et quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait tout ça était beaucoup plus éloigné qu'on ne le pensait et qu'on n'était pas du tout dans le monde sublunaire, alors, loin de là? Oui, il va falloir attendre vraiment beaucoup, il va falloir attendre la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, puisque c'est vraiment Tycho Brahe au XVIe siècle qui va, alors c'est un grand astronome qui observe au Danemark, dans une île, dans son observatoire, qui va passer 20 ans à observer, qui en 1577 va observer une immense comète, c'est pas le seul, et il va prouver que cette comète n'appartient pas au monde sublunaire, qu'elle est beaucoup plus loin. Et il va également, à cette occasion, détruire ce qu'on appelle les sphères corporelles, parce qu'on pense que les planètes sont supportées par des sphères, que tout ça, ça tourne autour de la Terre. Et Tycho Brahe montre par ses observations que les comètes doivent traverser ces sphères, donc ça abolit toute la physique en fait d'Aristote. Et oui, là, tout s'écroule. On change complètement de système. En quelques années. Alors il y avait un véritable sport au début du XXe siècle, on va dire dans les années 1900, qui était d'aller rechercher dans les anciens récits, les plus anciens possibles, dans les tablettes mésopotamiennes, vous l'avez dit, ou bien entendu dans les archives chinoises, des traces de comètes. On cherchait toutes les traces possibles et existantes en fait, Alain Sirou. Oui, on avait d'ailleurs d'excellentes informations parce que
les Chinois étaient des concierges du ciel, c'est-à-dire qui regardaient tout ce qui se passait pour des raisons très simples, c'est que le lien entre la politique, c'est-à-dire l'empereur qui est le gardien du ciel, en tout cas celui qui doit interpréter ce qui se passe dans le ciel, et l'activité économique politique, le fils du ciel, l'empereur, voilà, nécessite que des astrologues, donc les ancêtres des astronomes, notent avec très grande précision ce qui se passait. Et dès qu'il y avait une comète, donc un astre qui, se moque des lois habituelles des planètes et des étoiles, eh bien, il était noté avec une très grande précision, comme les Babyloniens d'ailleurs. Et donc on a retrouvé dans l'histoire les traces de passage d'objets qui auraient pu paraître, oubliés simplement parce qu'ils n'avaient pas grande importance. Donc on a pu remonter, en particulier avec des comètes, leur histoire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est les croyances populaires. Eh oui, bien sûr. Que viennent se greffer sur les observations des savants ou de certaines élites, viennent se greffer toutes sortes de croyances magiques. Je vais vous en donner deux qui sont absolument merveilleuses. La première, c'est les personnes, je crois que c'était en Chine, mais Denis me contredira peut-être, qui pensaient que c'était les dieux qui nourrissaient le soleil en envoyant des poutres enflammées dans le soleil. Très belle image. Et puis, seconde croyance, qui est attribuée à une région française qu'on connaît bien, qui s'appelle le Limousin, qui considérait que les comètes, c'était les allumettes que jetait le diable après avoir enflammé sa pipe. Donc, jetées au ciel, évidemment. Bon, il y en a énormément, et en particulier, je dirais, les croyances les plus connues, ce sont celles des disparitions des grands hommes. On avait inventé même certaines comètes pour dire à tel personnage historique, je crois que c'était Mazarin lorsqu'il est mort. Jules César avant. Jules César, en disant une comète arrive dans le ciel, et Mazarin aurait dit le ciel me fait trop d'honneur. Donc on associait la disparition des grands hommes au départ de leur âme dans le ciel, et cette âme ne pouvait évidemment être que visible de l'ensemble du commun des mortels. C'est quand même pas un phénomène banal, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est extraordinaire de voir à quel point ces comètes ont pu faire fantasmer nos ancêtres en vérité. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 à la comète de Halley. Alors oui, cette comète de Halley est la plus célèbre de toutes. Alors, entendons-nous bien, encore une fois, c'est la comète qu'on appelle ainsi depuis la fin du XVIIIe siècle, par définition, pendant le milieu en tout cas. Pendant très longtemps, on ne savait pas d'abord que c'était la même comète qui revenait, on ne la nommait pas. Le plus ancien passage attesté qu'on en ait, je suis allé voir ça sur Internet, moi qui ne vais jamais sur Internet, une fois n'est pas coutume, vous voyez, quand on fait de la science de temps en temps. Je suis allé voir ça sur le site de l'Observatoire de Paris. Le plus ancien passage remonte à l'an 240 avant notre ère, mais on avait déjà des traces d'un passage en 467 avant Jésus-Christ, des traces dans des sources grecques qui ne sont malheureusement pas attestées, alors que les archives chinoises, elles, sont absolument certaines pour ce qui est de l'an 240. On voit repasser cette même comète, c'est facile puisqu'on sait qu'elle a cette période d'à peu près 76 ans, donc il suffit de faire un calcul assez simple et d'aller voir assez simple. Il suffit d'aller voir ensuite dans toutes les traces que l'on peut avoir, dans les archives les plus anciennes, et l'on voit repasser la comète. Alors en 164 avant notre ère, on en a des traces dans un certain nombre de tablettes babyloniennes qui sont aujourd'hui au British Museum. Elle serait passée à peu près vers le mois octobre-novembre de cette année 164 avant Jésus-Christ, et on la retrouve encore en 87 avant notre ère. Là, c'est de nouveau les Chinois. D'ailleurs, une grande partie des mentions qu'on a des passages anciens de comètes se trouvent, nous l'avons dit tout à l'heure, dans ces archives chinoises. On est donc là en août, septembre, octobre 87, confirmé d'ailleurs ces archives chinoises, là encore par des tablettes babyloniennes. Ensuite, on a un autre passage, nous disent les Chinois, en 12 avant Jésus-Christ. Elle est présente et visible pendant 56 jours à ce moment-là, et on la signale à la même époque, donc c'est assez frappant, assez coïncidence bien entendu. Elle passe bien sûr, on la voit en Europe, et on va la rendre responsable de la mort d'Agrippa. C'est ce que nous disait à l'instant Alain Sirou, c'est-à-dire que les disparitions de grands hommes sont souvent assimilées au passage de la comète. Il y a un autre passage attesté par les Chinois en 66 après notre ère, et alors là il se passe une chose très, très extraordinaire. Vous savez que la compagne de Camille Flammarion, Gabrielle Renaudot, avait une connaissance très encyclopédique des sources, et elle avait retrouvé dans le Talmud un passage qui évoquait la comète de Halley. Voilà ce que dit exactement le dit passage du Talmud. Je cite: « Deux sages de la Palestine, Gambiel et Josué, ont fait ensemble un voyage maritime. Le premier avait importé
une provision de pain. Le second avait en outre de la farine. Lorsque Gambiel eut mangé tout son pain, il demanda de la farine à son compagnon et lui dit « Tu savais donc que nous resterions si longtemps en route ? Tu as eu la précaution de te munir de farine. » Josué répondit « Il y a une étoile très brillante qui apparaît tous les 70 ans et qui trompe les navigateurs. J'ai pensé qu'elle pourrait nous surprendre pendant notre voyage, nous égarer et prolonger ainsi notre séjour sur la mer. C'est pour cela que j'ai fait provision de farine. » La différence entre la période indiquée ici, nous dit Gabriel Renaudot, donc 70 ans, et la période réelle de la comète de Halley, 75 ou 76 ans, s'expliquerait aisément par le fait que dans les anciens textes hébreux, les valeurs ne sont généralement données qu'en nombre rond, c'est-à-dire avec un 0 pour chiffre terminal. Il s'agit donc, conclut-elle, très probablement de l'apparition de la comète de Halley en l'an 66. En effet, Gambiel II, l'un des personnages dont il vient d'être question, est né dans la première moitié du siècle premier de notre ère et fut nassi, c'est-à-dire chef suprême des Juifs, de l'an 90 à l'an 110 dans la ville de Jabneh, qui donc se trouve effectivement en Palestine. Il y a un très célèbre, très grand commentateur du Talmud qui s'appelle Rashi, qui a vécu en France entre 1040 et 1105, donc on est au cœur du Moyen-Âge, et qui dit « Les anciens navigateurs n'avaient pour guide que les étoiles. Ils connaissaient la position qu'occupent dans le ciel certaines constellations à des époques déterminées de l'année. Ils savaient quel groupe ils devaient laisser à leur gauche et quel autre ils devaient laisser à leur droite pour se rendre d'un port à l'autre. On conçoit alors que la présence d'un astre éclatant se déplaçant relativement vite parmi les étoiles et visible tantôt au nord, tantôt au sud, ait pu troubler pour eux l'harmonie des constellations et risquer de les induire en erreur. » Donc il était lui aussi conscient qu'il s'agissait bien de ce type-là de phénomène. Et Gabriel Renaudot de conclure, on ne trouve que la comète de Halley qui puisse correspondre, surtout si l'on tient compte de la remarque faite plus haut à propos de ces dizaines d'années. C'est-à-dire que lorsque dans le Talmud on a 70 ans, ça peut aussi bien vouloir dire 75, 76 ans, semble-t-il. On retrouve cette comète, alors je ne vais pas vous parler de tous ces passages, on a des mentions en Asie en 141, 218, 295, etc. évidemment. En 837, elle est notée par l'astronome qui tient la chronique de la vie de Louis le Pieux et qui indique d'ailleurs qu'à la suite du passage de la comète, la cour a observé un long jeûne, donc vous voyez toujours cette inquiétude évidemment, notamment en Occident. Et puis je vous l'ai dit pour ouvrir cette émission, en 1066, on observe la comète au moment des grands événements de la conquête de l'Angleterre, la mort du roi Harold II, la conquête de Guillaume le Conquérant, et donc la comète sera brodée sur la tapisserie de Bayeux. C'est en 1682 que le jeune astronome Halley va rencontrer, vous savez, Isaac Newton. Il le rencontre exactement en août 1684 et c'est ce qui va tout changer parce que Halley a observé la comète en 1682, mais le fait qu'il ait rencontré ensuite Newton va lui permettre de faire intervenir la loi de la gravitation et là on commence à comprendre ce qu'il se passe. Et Halley se dit qu'après tout, cette comète, c'est peut-être celle qu'on avait déjà vue dans le passé et l'on commence à comprendre ce qui s'est passé. Il observe notamment il relève 3 passages en 1531, 1607 et donc 1682. Là, on comprend ce qui s'est passé. Halley a 39 ans quand il recense comme ça tous les passages. À l'époque, il pense que ce sont tous les passages de la comète de Halley. Il ne peut pas savoir qu'il y en a eu bien avant cela, évidemment. En 1705, Halley va publier le synopsis de l'astronomie des comètes dans lequel il fait la prophétie scientifique, si je puis dire, d'un retour de la comète de Halley à Noël 1758. Le problème, c'est que lui-même va mourir avant. En 1753, il ne la verra pas, cette comète. Il n'empêche, grâce à lui, la perception qu'on a du phénomène a complètement changé. On peut dire que maintenant, les comètes font beaucoup moins peur. Voltaire écrit en 1738 à Madame du Châtelet « Comète que l'on craint à l'égard du tonnerre, cessez d'épouvanter les peuples de la terre. Dans une ellipse immense, achevez votre cours. Remontez, descendez près de l'astre des jours, lancez vos feux, volez et revenant sans cesse des mondes épuisés, ranimez la vieillesse. » On connaît évidemment l'ironie de Voltaire envers tous ces phénomènes. En 1835, Alain Sirou en disait un mot tout à l'heure, Mark Twain va connaître 2 fois le passage de la comète de Halley, puisqu'il naît 2 semaines avant qu'elle ne passe, en 1835, et il va mourir 1 jour après son passage, le passage suivant. « Je vins au monde avec la comète de Halley en 1835, écrit-il. Elle reviendra l'année prochaine, c'est-à-dire
c'est-à-dire en 1909, et je m'attends à partir avec elle. Le Tout-Puissant a dit « Voyez donc ces deux monstres inexplicables, ils sont venus ensemble, ils doivent repartir ensemble ». C'est exactement ce qui va se passer puisque Mark Twain mourra en 1909. La comète est repassée en 1910, en même temps d'ailleurs que la grande comète de janvier 1910, qui était beaucoup plus spectaculaire. Et puis, en 1986, oui, évidemment, à ce moment-là, la sonde Giotto l'a approchée de très près, vous savez. Et parmi ceux qui, en 1986, sont allés la regarder, on va dire du plus près possible, il y avait bien sûr Alain Sirou. Il va nous raconter ça dans un instant. Bill Haley et ses comètes sur Europe 1. Et nous trouvons Franck et ses comètes. Alain Sirou, Denis Savoie dans un court instant, juste après ça. Franck Ferrand sur Europe 1. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux grandes comètes du passé. Alors donc, c'est Halley qui va tout changer, on peut dire, Alain Sirou. Vous l'avez vu, vous, en 1986, cette comète de Halley. J'imagine évidemment que vous aussi, vous l'avez vu, Denis. Je suis beaucoup plus jeune qu'Alain, moi. Mais c'est vrai que la comète de Halley, en 1986, était peu visible dans le ciel de France. On la voyait à la télé, nous, en tout cas. Oui. Elle était bien visible dans le ciel, je dirais, l'hémisphère sud. Mais c'était pas tellement ça, le plus important. Le plus important, vous l'avez dit, c'est que c'est une comète qui, je dirais 76 ans, c'est la vie d'un homme. Oui. Donc on a toujours cette idée que ce grand témoin de l'histoire revient et qu'il va nous visiter. Et il y a un côté tout à fait extraordinaire, donc qui était la survivance à la fois du passé. Vous avez signalé beaucoup de passages de la comète de Halley, mais c'est vrai que au moment où les cardinaux sont réunis pour désigner le futur pape, on ne peut pas s'empêcher de penser que la comète de Halley en octobre 1301, par exemple, était visible dans le ciel au-dessus de Rome, et que Giotto sans doute l'a vue et l'a utilisée pour peindre l'étoile de Bethléem. Bien sûr. Sans doute, puisqu'elle ressemble vraiment à une comète. Donc on pense à ça. Et en 1986, il y a un événement qui est quand même extraordinaire, c'est que pour la première fois, des sondes spatiales vont visiter la comète de Halley. Ce sont les sondes soviétiques, donc Vega, et puis la sonde européenne Giotto, justement, qui va aller s'approcher de la comète et vérifier qu'il s'agit bien d'une boule de neige sale. Et là, on a à la fois, je dirais, l'image ancienne de la comète de Halley et une image tout à fait moderne, contemporaine, qui va nous donner des informations sur la nature de la comète et qui va nous dire, par exemple, que toutes les comètes qui sont tombées sur la Terre ont rempli les océans et les eaux des océans sont, je dirais, les résidus d'anciennes comètes en quelque sorte. Ça, c'est quand même une théorie extraordinaire. Oui. Il en faudrait des quantités alors. Il en est sans doute tombé des millions, voire des centaines de millions au début de l'histoire de la Terre, puisque quand on regarde la composition des comètes, l'abondance isotopique de thérium, etc., eh bien c'est la même chose que l'eau des océans. Donc aujourd'hui, dans l'histoire que l'on rencontre de la Terre, eh bien les comètes ont servi, entre guillemets, à ensemencer la Terre de toute cette eau que nous voyons dans les mers et les océans. Et nous avons une vraie filiation entre ce qui passe dans le ciel et ce qui est sur la Terre. Alors il y a eu toutes sortes, d'ailleurs, à ce propos-là, il y a eu toutes sortes de théories. On a accusé les comètes d'être parfois vecteurs de toutes sortes de choses, notamment de virus. Oh oui, absolument. Un astronome qui n'est pas très ancien, qui s'appelle Fred Hoyle, celui qui a inventé le mot Big Bang, par exemple, eh bien, il pensait, il soutenait l'idée que la grippe, la peste, le choléra, etc., venaient des comètes, ensemencer la Terre, ce qu'on a appelé la théorie de la panspermie, l'idée que ces comètes qui tombaient sur la Terre pouvaient apporter des éléments qui ont servi à fabriquer la vie. Et ce qui a servi à fabriquer la vie est aussi capable de la détruire. Donc, dans un espèce de frigo stellaire, planétaire, de temps en temps, des comètes passeraient, tomberaient sur la Terre et déclencheraient ces virus. Évidemment, on sait aujourd'hui que cela est absolument faux, que c'est une légende. Alors, ces comètes qui viennent et qui reviennent, c'est la grande découverte de Halley. On pourrait presque dire de Halley et Newton, parce que c'est Newton qui est à l'origine peut-être de l'affaire. Oui. Ce n'est pas le cas de toutes les comètes, loin de là. Certaines ne reviennent jamais. Absolument. Alors les comètes, selon les conditions initiales dans lesquelles elles arrivent, elles peuvent avoir des orbites extrêmement elliptiques, ce qui est le cas de la comète de Halley, qui va vraiment aux confins du système solaire. Mais vous avez des comètes qui ont des orbites qu'on appelle paraboliques, c'est-à-dire qu'on les voit arriver, comme Pan-STARRS, qu'on n'a jamais vu avant, et qui, après avoir franchi le Soleil, eh bien, a deux solutions. Ou bien elle devient captive du Soleil, ou alors elle va à tout jamais disparaître dans les profondeurs du système solaire. Donc on connaît à peu près aujourd'hui 2000 comètes qu'on appelle périodiques. On en voit même certaines qui ont des orbites quasiment circulaires. Et à chaque fois qu'elles passent près du Soleil, la comète, évidemment, en s'échauffant, perd de la matière, pratiquement 1% de sa masse quelquefois. Et c'est ce que disait Alain tout à l'heure. Elle décroît progressivement. Absolument. Et au bout d'1 million d'années,
de rotation autour du Soleil, la comète meurt. Il ne reste plus que le noyau rocheux. Ça donne des astéroïdes, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est beaucoup moins spectaculaire, hein, évidemment. Chacun a voulu, tous les grands observateurs, tous les grands astronomes, à partir de la fin du XVIIIe siècle, ont voulu donner leur nom à une comète. Il y a une espèce de chasse aux comètes qui va notamment pendant tout le XIXe siècle. Et même avant, il y a le furet des comètes. Hein, c'est Charles Messier qui observait en plein Paris. Et celui qui, je crois, a vraiment le pompon, c'est un concierge, un monsieur qui est rentré comme concierge à l'Observatoire de Marseille, c'est Jean-Louis Pons, et qui a découvert pratiquement 40 comètes et qui a fini directeur d'un observatoire en Italie. Donc c'était un observateur hors pair. Donc c'était vraiment la chasse. Donc il y a Méchain, Pons, et puis des grands astronomes aussi qui ont donné des noms à leurs comètes, comme on a vu Halley bien sûr, mais il y a Olbers et d'autres. Alors comment est-ce que on a réussi à identifier l'origine de ces comètes, ces fameux réservoirs là? Ça c'est plus tard. Oui, c'est beaucoup plus tard. Ça c'est dans les années 1950. C'est un astronome hollandais qui s'appelle Oort qui a imaginé que vraiment aux confins du système solaire, pratiquement aux limites de la sphère d'influence gravitationnelle du Soleil, il y aurait un réservoir de plusieurs centaines de milliards de noyaux cométaires, ce qu'on appelle le nuage de Oort, et que périodiquement, des noyaux cométaires de ce nuage se détachent, arrivent près du Soleil, mais on a compris depuis qu'il y avait aussi peut-être un autre nuage un peu plus près, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et là aussi ça donne des comètes périodiques. Avec des centaines de milliers de comètes en réserve, en quelque sorte. Complètement, absolument. Voilà, mais quand vous dites il a imaginé en parlant de Oort, c'est-à-dire que c'était une vue de l'esprit ou on avait quand même une trace tangible de la chose? Non, on n'a pas de trace. Oui, ça, voilà, c'est l'hypothèse. Je veux dire. Mais il faut bien que ces comètes viennent de quelque part. Voilà, donc on a imaginé ça. Et pour l'instant, je pense que ça tient ce qui tient le mieux la route. Hein. Oui, c'est ce qui vous paraît le plus... Ah oui, absolument, oui. Il n'y a pas d'autres hypothèses, de toute façon, sur l'origine des comètes. Alors évidemment, ces comètes, on veut essayer de savoir à quoi elles ressemblent le plus. Hein, donc, et on veut savoir de quoi elles sont composées, bien entendu. Donc, ce qui veut dire qu'on les observe de plus en plus près. L'idée, c'est même carrément d'aller en capturer une. D'aller se poser dessus. C'est vraiment, comme vous le disiez au départ, des archives du ciel. C'est-à-dire que elles sont extrêmement anciennes. Alors, on utilise généralement cette image. Vous savez, quand se forme une étoile aujourd'hui, eh bien, autour de cette étoile se forme un disque de poussière et de gaz. Et dans ce disque de poussière et de gaz se forment des planètes. Les planètes sont un sous-produit de la formation des étoiles. Eh bien, les comètes sont ce qui reste de ce qui n'a pas été, entre guillemets, utilisé pour fabriquer justement toutes les planètes. Et donc, elles sont extrêmement primitives, extrêmement anciennes. Et aller les voir, c'est récupérer in situ, sur le terrain directement, les ingrédients qui, je dirais, étaient à l'origine de notre système. Et évidemment, on peut observer le passage des comètes. C'est ce qu'on fait avec des instruments. On regarde la composition. Il y a de l'eau, il y a du méthane, il y a ceci, il y a de l'ammoniac, etc. Mais c'est pas suffisant parce que ce sont juste des glaces de surface. Ce qui intéresse les astronomes aujourd'hui, c'est d'aller en profondeur. C'est de se poser sur une comète, de faire un prélèvement et de l'analyser pour savoir de quoi elles sont composées vraiment. Donc les Européens ont décidé de construire, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, une sonde qui s'appelle Rosetta, Pierre de Rosette, qui est partie il y a presque 10 ans, et qui va arriver l'an prochain, en 2014, autour d'une comète, sur une comète, autour d'une comète d'abord, et qui va se poser et analyser cette comète. Donc c'est vraiment un exploit, c'est un très long voyage, et l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir consulter les archives, les grimoires. Oui, parce que ça, le but, c'est pas seulement par curiosité de savoir de quoi est composée la comète, bon ça c'est une chose, mais c'est surtout d'essayer de comprendre, d'en savoir davantage sur les origines même du système solaire, puisqu'on a dit que ces comètes étaient des résidus extrêmement archaïques. Oui. Donc c'est un moyen très sûr d'aller voir ce qui s'est passé, en quelque sorte. Une des grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'astronomie, c'est quand même d'où vient la vie. Oui. Et je dirais, est-ce que les composants qui ont permis à la vie de naître, d'exister sur la Terre, et puis peut-être ailleurs, on n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, d'abord sur la Terre, se trouvaient dans l'espèce de gruau primitif qui tournait autour du Soleil? Quelle est la composition du système solaire à l'origine pour faire que des molécules prébiotiques vont, je dirais, tomber sur Terre, vont ensemencer la Terre, les océans? Est-ce que c'est
Est-ce que ça s'est passé à l'extérieur ou est-ce que ça s'est passé directement sur la Terre? Donc, ce sont des questions extrêmement importantes parce que si on trouve justement ces matériaux très complexes à l'extérieur, ça veut dire que c'est une histoire où je dirais la Terre est l'endroit où s'est allumée cette vie et que peut-être ailleurs ça a pu se passer comme aujourd'hui on regarde sur Mars. C'était l'actualité d'aujourd'hui en disant que à un moment donné cette planète elle a était capable d'héberger la vie, mais est-ce que la vie était là à ce moment-là? Ah, ça c'est la grande question. Donc là vous avez compris que pour une fois nous ne faisons pas de l'histoire ni même de la préhistoire, nous faisons de l'archéo-histoire. Nombreux. Oui, Catherine nous dit notamment en 1811, il est apparu une belle comète qui est restée visible 17 mois. De nombreuses personnes disaient qu'elle présageait un prochain désastre. L'année qui suivit, Napoléon pénétrait en Russie avec son armée et fut vaincu. Et les Anglais, par ailleurs, se battirent contre les Américains dans la campagne, on pourrait dire, enfin la guerre de 1812. Effectivement, et cette comète a été particulièrement spectaculaire du reste. 150 millions de kilomètres de longueur de queue, mais surtout ça n'a pas été un désastre pour tout le monde. Le Porto a été excellent cette année-là. Les vins ont été tellement bons qu'on a baptisé vin de la comète cette cuvée. Bon, les brasseurs ont tenté la bière de la comète, ça a beaucoup moins marché, mais il y a une tradition qui s'est imposée que quand il y a une belle comète, aujourd'hui on conserve du vin de l'année où elle passe. Alors ça a été le cas en 1858, en 1861 particulièrement, où on en a fait beaucoup. On peut dire que ces comètes qui étaient considérées avant comme tellement inquiétantes sont devenues au contraire des signes de chance en quelque sorte. L'image de la comète a changé dans la perception qu'on en a eue. Absolument, parce qu'on s'est dit maintenant qu'on est capable de prévoir leur retour, ça c'est depuis Newton-Halley, ce sont plus des astres qui apparaissent de façon brutale, on est capable de prévoir avec une très grande précision leur retour, mais il n'empêche que certains astronomes ont cru, comme Flammarion. Alors justement, j'ouvre la bouche pour dire, il y a un homme qui évidemment a beaucoup fait pour populariser l'astronomie en général et les comètes en particulier, c'est notre fameux Camille Flammarion. Alors on a parlé de Camille Flammarion à propos de l'observatoire de Juvisy à ce même micro il y a quelque temps, on a raconté sa vie incroyable, il a popularisé, on peut dire, l'astronomie. C'est le fondateur de la Société astronomique de France en 1887, un grand vulgarisateur, mais il n'empêche qu'il avait à côté, je dirais pas un côté obscur, mais presque, parce que il aimait tout ce qui était paranormal, voilà. etc. Et alors, lorsqu'il y a eu le passage de la comète de Halley en 1910, où, comme vous l'avez dit d'ailleurs, on a eu une autre comète beaucoup plus belle. Grande comète de janvier 1910. On a appelé la comète des inondations, parce qu'il y a eu les grandes inondations, on a rendu la comète responsable. Et on s'était aperçu, en fait, depuis la seconde moitié du 19e siècle, que dans les queues de comètes, en faisant ce qu'on appelle l'analyse spectrale de ces comètes, il y avait des éléments. Alors, il y avait de l'eau, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait de l'eau, mais on a aussi découvert qu'il y avait du cyanogène. Et donc, on avait prévu, comme 1910, la Terre allait passer dans la queue de la comète de Halley. Et donc, on s'est dit, oh là là, mais l'atmosphère terrestre va être empoisonnée par le cyanure, ça va être la fin du monde. Et beaucoup de gens ont cru en 1910, et Flammarion le dit, attention, c'est la fin de l'humanité, on va être empoisonné par le cyanure. Donc même certains astronomes, vous voyez, sont fait le relais de croyances absolument non fondées. Alors on peut dire aujourd'hui, Denis Savoie, notamment pour rassurer nos auditeurs dans cette année à comètes, que les comètes sont inoffensives, elles n'ont pas d'influence d'une nature ou d'une autre. Totalement, sauf si évidemment elles rentrent en collision avec la Terre. Oui, d'accord, là, deviennent des astéroïdes. On pense que c'est pas forcément, parce qu'on pense qu'en 1908, la catastrophe de la Tunguska en Russie, c'est peut-être un morceau de comète. Parce qu'une comète, en arrivant près du Soleil, peut se briser, ou d'une planète massive comme Jupiter, en plusieurs morceaux, et il n'est pas exclu que certains de ces morceaux... Un morceau de comète, de quelques centaines de mètres de diamètre simplement, s'écrasant sur Terre, c'est une catastrophe. Donc, a priori, elles ne sont pas dangereuses. On sait jamais elles sont physiquement dangereuses, mais pas astralement, si exactement, je puis dire. Du point de vue astrologique, c'est le néant total, comme toute l'astrologie d'ailleurs. Mais disons que physiquement, c'est pas grave ça. Elles ne sont pas dangereuses, il n'y a aucun souci, pas d'inquiétude. Elles n'ont aucune forme d'influence en tant que telles. Alors, en revanche, nous l'avons bien compris, elles nous permettent de comprendre ce qui s'est passé au tout début de notre système solaire, et elles sont peut-être même un élément de compréhension de la vie. Ça, c'est assez fascinant. Oui, il y a vraiment toute une nouvelle science qui est en train de se développer autour des comètes parce que, justement, on essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a 4 milliards d'années sur Terre.
comment finalement tout ça s'est organisé. Et c'est vrai que on sait aujourd'hui que la Terre a été bombardée littéralement par des centaines de millions de comètes. Donc ça, c'est vraiment une donnée que l'on a aujourd'hui de l'astronomie et des modèles qui nous expliquent comment la Terre s'est développée. Donc l'influence des comètes a été considérable. Donc savoir de quoi elles ont été composées est absolument essentiel aujourd'hui, d'où les expéditions scientifiques. Mais il y a peut-être une chose pour terminer qu'il faut dire, je pense que ce sont aussi, sans doute quand elles sont très belles, de très 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 beaux spectacles. Le 19e siècle a été fantastique pour ça. On n'en a pas au 21e siècle encore, ni au 20e siècle de grandes comètes. Imaginez un astre qui prenne la moitié du ciel, qui soit visible de jour et parfois de nuit. Enfin en tout cas, l'inverse. De nuit et parfois de jour. Voilà. Et ben, c'est un peu la promesse qu'on fait aujourd'hui en donnant rendez-vous fin novembre, début décembre, où une très belle comète pourrait arriver et pourrait être très très ça, ce très serait belle. extraordinaire. Alors Rémi nous demande pour celle-ci, là, pour Pan-STARRS, j'habite l'Alsace, est-ce que j'ai une chance de voir la comète ou est-ce qu'elle est trop bas sur l'horizon? Et faut-il que je monte sur un sommet vosgien pour la voir? Demande-t-il. Montez sur un beau sommet vosgien, éloignez-vous des villes et puis regardez surtout en direction du coucher du soleil dès qu'il y a une trouée. Mais la comète, elle est là. Merci beaucoup Alain Sirou. Je rappelle évidemment que vous êtes directeur de la rédaction de Ciel et Espace avec un numéro que vous avez mis ce mois-ci. Cédric Villani, le mathématicien en une, avec un titre assez extraordinaire, La matière et l'énergie noire. Je n'y crois pas, il va toujours très fort lui. Merci beaucoup Denis Savoie d'être venu. On peut aller toujours bien sûr au Palais de la Découverte et la grande attraction du Palais de la Découverte, ça reste le planétarium. Absolument. Évidemment. Merci beaucoup.